Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien car les personnes dont on va parler aujourd'hui, eh bien, pour elles, ça n'a pas trop été. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, quand on allait se faire opérer, passait sur une table d'opération par un chirurgien, eh bien c'était plus, on va dire, une condamnation à mort que une possibilité d'être guéri. Et pourtant, il y a un homme qui s'est mis à défier la mort en maîtrisant le temps d'intervention chirurgicale. Et le mot temps est important car c'était la vitesse qui était de mise avant que les anesthésies existent. Oui. Robert Liston, il est né le 28 octobre 1794. Faut savoir que c'était un éminent chirurgien écossais de l'ère victorienne. En fait, il incarne l'exemple même du dévouement requis pour exceller dans le domaine médical. Sa brillante carrière, elle a débuté à l'université d'Édimbourg dès l'âge de 14 ans. Le mec a commencé à 14 ans ses études de médecine. Autant vous dire, il était au-dessus. Sa passion et son talent pour l'étude de la médecine commencent réellement à cet âge-là. À 16 ans, il devient l'assistant réputé du docteur John Barclay. C'est un anatomiste de renom. Et comme ça, en fait, il va passer 6 années d'apprentissage sous la tutelle de ce grand docteur. Donc il va le regarder, il va apprendre, il va regarder comment on découpe des gens vivants. Par la suite, Liston, il va s'installer à Londres. Et il va perfectionner ses compétences pendant 1 an. Cette fois-ci, sous la direction éclairée de William Blizzard. Blizzard, hein, comme le blizzard. Qui est un autre chirurgien extrêmement réputé à l'époque. Après ça, en fait, il va retourner en Écosse et il va rejoindre les rangs des enseignants aux côtés de James Sim, qui est un autre précurseur de la chirurgie moderne de l'époque. Donc le mec passait d'expert en expert pour sa formation, voilà, il était la crème de la crème, sans anesthésie. Important de le préciser, c'est ce que vous allez voir. Durant son enseignement, en fait, Liston, il va captiver l'attention de l'infirmerie royale d'Édimbourg, où il va être nommé chirurgien résident sous la supervision du docteur George Bell. À un moment donné, ils vont se prendre la tête avec ce chirurgien, ça va pas passer, et il va finir par se faire virer. Au bout de 4 ans, Liston se fait dégager. Et ce n'est qu'en 1827 qu'il va retrouver sa place, et l'année suivante, il est même promu chirurgien opératoire. Il revient, malgré le fait de s'être fait virer quelques années auparavant, et en plus, on lui donne la place du big boss, c'est lui le chirurgien opératoire, c'est lui qui va découper les gens, et ça il adore. En 1833, Liston, il va poser sa candidature pour devenir professeur d'anatomie à l'université d'Édimbourg. Mais en fait, ce poste, il va revenir finalement à James Sim, qui est réputé pour ses qualités pédagogiques supérieures. Malgré ça, Liston, il va quand même être élu membre de la Société Royale en 1841. Ça, c'était juste avant son décès. Mais avant ça, il s'est passé plein de choses. À noter que le mec a quand même inventé ce qu'on appelle la pince bulldog. C'est un outil qui permet de verrouiller des artères, qui est encore utilisé aujourd'hui, hein, faut le savoir, mais également une attelle de jambe pour aider en cas de fracture et de luxation, qui est aussi encore utilisé aujourd'hui, hein, alors que ça fait 100 ou 150 ans que ça a été fabriqué. Faut savoir que Liston, il en avait marre un petit peu d'ouvrir les gens comme ça, vivants, voilà. C'était compliqué, parce que il y en a plein qui supportaient pas. La douleur, vous imaginez, on vous enlève votre jambe alors que vous êtes réveillé, ça fait mal. Avec l'industrialisation, la mécanisation et la croissance des chemins de fer, eh bien les blessures industrielles étaient beaucoup plus fréquentes. En conséquence, la majeure partie de la chirurgie a consisté à enlever des membres. Si par exemple un patient subissait une fracture où l'os pénétrait dans la peau, la plaie serait presque certainement infectée. Et les chirurgiens n'avaient autre choix que de couper. Il y a beaucoup de gens qui s'écrasaient des mains, des jambes, etc. à cause de cette fameuse industrialisation. Et donc, eux, ils devaient amputer à la pelle. Avant l'avènement de l'anesthésie, eh bien la rapidité, elle était extrêmement cruciale lors de ces interventions chirurgicales. Le fait d'aller très vite réduisait de manière presque impensable le traumatisme atroce associé à la chirurgie. Faut savoir qu'il y avait plusieurs personnes en fait qui venaient tenir les patients. Ils étaient en train d'hurler, la plupart ils voulaient même pas être opérés, hein, pendant que le chirurgien essayait de faire ça en 10 secondes. Il y avait des ratés. Certaines tentatives ont été faites pour hypnotiser les patients et les endormir, ou du moins les délier de la douleur. Mais évidemment, avec très peu de succès, ça ne marchait pas. Le petit pendule devant les yeux pour te couper la main, non, ça ne suffit pas. En 1845, le dentiste Horace Wells a fait une démonstration publique à Boston, dans le Massachusetts, en utilisant du gaz d'oxyde nitreux lors d'une intervention dentaire. L'opération a été un désastre. En fait, c'est un autre dentiste, William Morton, qui a découvert une solution quelques mois plus tard. Et cette solution, vous la connaissez peut-être parce que ça s'appelle l'éther. C'est la perte complète de toute capacité motrice. Vision brouillée, perte d'équilibre, langue pâteuse. L'esprit se replie avec horreur
Incapable qu'il ait de communiquer avec la colonne vertébrale. L'éther qui est synthétisé à partir d'un mélange d'acide sulfurique et d'alcool. Liston a adopté cette technique et l'a ramené à Londres. Vous avez un patient qui était un majordome, Frederick Churchill, un de ses premiers patients avec lequel il utilisait cette nouvelle technique, l'éther, pour l'endormir. Parce qu'en fait, ce patient s'est tout simplement réveillé pendant l'opération, qui était quasiment finie, et le mec a déclaré comme ça, il s'est relevé de la table, il a dit « Quand est-ce que vous allez m'amputer ?» alors qu'il avait déjà plus de jambes. Mais l'éther, en fait, ça avait un gros inconvénient. Non seulement c'était hyper désagréable à respirer, laissant souvent les patients tousser et vomir, ce qui est pas très recommandé quand tu dors, hein, parce que ça peut aller dans tes poumons, mais c'était également extrêmement explosif. La combinaison de l'éclairage au gaz victorien et du gaz anesthésique était potentiellement mortelle. Il y a beaucoup de gens qui ont pris feu alors qu'ils étaient en train d'être opérés. Dans les années 1850, il y a eu beaucoup de discussions sur les risques et les avantages des anesthésiques. Est-il approprié qu'un chirurgien donne du chloroforme à un patient, alors qu'en fait l'anesthésie est plus dangereuse que l'opération en elle-même? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Malgré la douleur, hein, j'entends. Toujours la même question dans le médical, les bénéfices, les risques, qu'est-ce qui vaut plus le coup? Il faut également savoir que dans les années 1860, même avec un chirurgien qualifié dans un hôpital européen moderne, vous aviez environ 8 chances sur 10 de survivre à une opération. Mais vos chances de quitter l'hôpital vivant étaient d'environ 50%. Donc vous aviez 2 chances sur 10 de mourir durant une opération, et après ça, vous aviez 1 chance sur 2 de sortir vivant de l'hôpital parce que vous pouviez avoir une infection, évidemment. On connaissait pas évidemment tout ce qui était stérilisation, c'était encore méconnu. Faut savoir que les chirurgiens, ils portaient des manteaux lors de leur opération. Le linge de lit n'était pas lavé régulièrement, ils portaient leurs instruments dans leur poche. Donc les gars, ils arrivaient avec des scalpels déjà utilisés dans leur manteau qu'ils avaient ramené de chez eux, scalpels qui étaient encore pleins de sang de l'opération d'avant, enfin, vous voyez le délire. À l'époque, c'était normal. Il y a même certains chirurgiens qui ont fièrement réutilisé des bandages et des pansements entre patients, préférant ne pas gaspiller de précieuses ressources hospitalières. Donc tu te retrouvais parfois avec le pansement d'un mec qui avait plein de pus, on te le mettait sur toi, ça finissait en gangrène. Ce fameux chirurgien dont je vous parle, monsieur ou docteur Liston plus précisément, eh bien c'est le seul chirurgien au monde qui a réussi à faire une opération avec un taux de mortalité de 300%. 300%, ça veut dire qu'il a opéré un mec, il y en a 3 qui sont morts. Comment c'est possible? Bien que ce fût plutôt méconnu à l'époque, les opérations ultra rapides limitaient également l'exposition des tissus aux microbes et aux risques d'infection. Ils opéraient très rapidement pour pas que le mec meure, mais sans le savoir, ils empêchaient finalement les microbes de trop rentrer dans les plaies. Liston était réputé comme étant le chirurgien le plus rapide et agile de l'Ouest. Il a perfectionné sa technique au fil du temps. Bien que cela puisse sembler audacieux, cela avait une justification très solide. Faut savoir qu'en moyenne, un chirurgien perdait environ 1 patient sur 4 pendant une opération, en raison de la douleur, des hémorragies ou bien des chocs induits. Grâce à la rapidité d'exécution de Liston, la chance, ou plutôt la malchance de mourir d'une amputation sous ses mains aguerries, était d'environ 1 sur 6. C'est un peu meilleur que la moyenne, on va dire. Faut savoir que ce mec-là, il a un palmarès incroyable concernant des opérations complètement hallucinantes. Notamment, il y en a une qui fait beaucoup penser à un épisode de South Park. Je sais pas si vous voyez le mec qui porte dans la brouette, c'est... Cette histoire, je pense qu'elle est tirée de ce truc-là, qui a vraiment existé. Il a retiré une tumeur qui se situait au niveau des boules, vous voyez où, un truc qui pesait 20 kilos, et il l'a retiré en seulement 4 minutes. Et ce patient-là, qui avait cette tumeur de 20 kilos au niveau des boules, eh bien, il devait se trimballer avec dans une brouette. Vous imaginez, vous devez faire vos courses, vous avez vos couilles dans une brouette. C'est compliqué. J'espère qu'il mettait une petite couverture quand même par-dessus. Tout le monde pensait qu'il faisait un chantier en permanence, mais non, le mec trimballait ses burnes. Bon, parfois, il lui arrivait aussi de foirer quelques trucs. Il a par exemple accidentellement coupé les burnes d'un homme lors de l'amputation de sa jambe. Le couteau avait glissé. En fait, il est allé tellement vite que il a tout coupé, il a tout enlevé. Il a également extrait une bosse rouge du cou d'un petit garçon, dont il ignorait s'il s'agissait plutôt d'un abcès cutané ou d'un dangereux anévrisme de la carotide. Donc en fait, il y a un petit garçon de 6 ans qui est arrivé avec une boule. Il savait pas trop si c'était un abcès ou voilà, un anévrisme. Alors un anévrisme, en fait, c'est la veine qui gonfle et il faut pas casser, sinon c'est hémorragie. En plus sur la carotide. Sauf que Liston, il était plutôt impatient. Il avait pas le temps. Lui, il était sûr que c'était pas un anévrisme, que c'était impossible que ce soit ça sur un enfant aussi jeune. Pas d'anévrisme normalement sur des gamins comme ça. Et donc il sort d'un coup son couteau et il sectionne la bosse. Sauf que là c'est raté en fait parce que c'était vraiment un anévrisme. Et il y a du sang artériel qui commence à se barrer, donc là c'est pas bon. Et donc le garçon tombe raide mort. Erreur médicale. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a son artère qui est exposée au musée des pathologies de l'University College Hospital. C'est dégueulasse mais je sais pas pourquoi ils ont exposé ce truc là. Si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Mais en fait l'incident le plus célèbre c'est cette fameuse opération qui a coûté la vie à 3 personnes. Donc cette
cette fameuse opération à 300% de morts, qui s'est même pas passée sur une table d'opération. Il faut savoir que les mains expertes de Liston, elles étaient très recherchées à l'époque où il exerçait. Et les patients faisaient parfois la queue devant son cabinet pour le consulter. Liston, il s'efforçait de voir absolument tout le monde, quel que soit leur état. Il avait également l'habitude de traiter des patients que d'autres chirurgiens ne voulaient pas, considérant que leur mal était curable. Sa façon de fonctionner lui a valu d'ailleurs le surnom de showman par ses pairs, tellement le mec faisait littéralement du spectacle, hein, parce qu'à l'époque, quand vous y opérez, eh bien, il y avait toute une petite tribune et les gens regardaient comme ça ce qui se passait. Donc lui aimait bien finalement faire un peu de spectacle. Mais revenons à ce fameux incident des 300%. Liston devait pratiquer une amputation de jambe, une intervention qui est relativement simple on va dire puisqu'il en faisait beaucoup. Mais c'est aussi une opération qui nécessite très peu d'outils. Notamment il fallait seulement un couteau, une scie, quelques assistants pour maintenir le patient et une fameuse jambe amputée évidemment. Étant le chirurgien le plus rapide de l'Ouest, l'opération allait être terminée en moins de 3 minutes, voire 28 secondes qui était son record si l'opération se passait sans bavure. 30 secondes hein, pour couper une jambe, il y a le fémur, tout ça faut aussi... Le mec aurait pu être bûcheron. De nombreuses opérations, notamment aux abords des universités, se déroulaient en public, de sorte que les médecins et les spectateurs pouvaient observer ce qui se passait. Les étudiants dans les galeries chronométraient la durée des amputations avec leur montre de poche. Beaucoup d'entre eux ont affirmé qu'après la première lueur du couteau de Liston, on entendait immédiatement le sciage de l'os. C'est-à-dire que le mec, à peine avoir sorti son couteau, il avait déjà tout coupé, il était en train de scier le fémur. Très rapide. Hein. Liston, il était tellement sûr de ses capacités qu'il appelait souvent aux personnes présentes de surveiller son temps. Et en fait, dans la salle d'opération, avant qu'il commence, il disait très souvent « Chronométrez-moi, messieurs ». Le mec voulait battre des records, hein, il voulait faire des top 1. Comme à son habitude, et en disant cela avant chaque intervention chirurgicale, Liston suscite l'étonnement de tous les spectateurs présents. Ainsi, ce jour-là, il répète la phrase avant de débuter la procédure « Chronométrez-moi ». Messieurs, pour cette fameuse jambe. Le patient est allongé sur la table, tandis que l'assistant de Liston le tient fermement pour ne pas qu'il bouge. Concentré sur la rapidité de ses gestes, Liston coupe avec précision, mais dans son élan, il sectionne involontairement les doigts de son assistant d'un coup net. Lorsqu'il relève la lame, il manque de peu de blesser un spectateur très âgé, dont le manteau frôle dangereusement le tranchant. Sous le choc, l'homme va faire une crise cardiaque et s'effondre raide mort. Vous avez un spectateur qui vient de crever, hein, parce qu'il a failli se prendre un coup de couteau. L'assistant a plus de doigts, et le mec sur la table, il est pas bien non plus. À cet instant, Liston ignore encore que cette mort tragique n'est que le début d'une série funeste. 2 autres décès surviennent dans les jours qui suivent, tous liés à l'intervention chirurgicale. Il apparaîtra par la suite que l'équipement utilisé par Liston n'avait subi aucune désinfection. Le doigt sectionné de l'assistant et la jambe amputée du patient se sont infectés, entraînant une gangrène fulgurante et la mort due à une septicémie massive de l'assistant et du patient, plus le mec du public qui a fait une crise cardiaque, hein, je vous rappelle. Donc on est bien sur 3 morts pour un mec opéré. Incroyable. Mais faut savoir que Liston, il a également connu d'autres loupés. Malgré toutes ces opérations foirées, il demeure un chirurgien de premier plan, et sans doute l'un des meilleurs de l'époque. Au-delà des récits étranges et insolites qu'il laisse derrière lui, il laisse également un héritage immense dans son domaine. Ses méthodes d'enseignement et ses théâtres opératoires étaient des lieux d'apprentissage où des normes remarquablement élevées mettaient au défi ses étudiants, mais où chacun était traité équitablement par Liston. Il n'y avait pas de hiérarchie, hein, comme on peut connaître dans le médical. Lui, il prenait vraiment chaque personne comme elle était, et il partageait son savoir sans prendre de haut quiconque. C'est pas pareil en vrai, hein, même aujourd'hui. Attention. Bon, ça dépend, hein, pas tous, il y en a qui sont sympas. Les techniques de Liston lui permettaient d'aborder chaque intervention avec confiance et agilité. Des qualités indispensables dans un monde dépourvu d'anesthésie, je vous rappelle. Ces techniques constituaient un aspect essentiel de sa méthode et de son enseignement. En 1860, l'anesthésie est devenue courante et plutôt maîtrisée. Les patients étaient moins susceptibles de refuser la chirurgie, et les chirurgiens ont pu prendre plus de temps avec les procédures et essayer de nouvelles opérations bien plus complexes, évidemment, parce que quand vous avez quelqu'un qui dort, vous pouvez faire des choses plus précises. Ce n'est que lorsque les techniques antiseptiques, donc tout ce qui est désinfection, on tue les microbes, voilà, on fait un endroit où c'est propre, eh bien, ont été développées correctement au milieu des années 1860 que la chirurgie est devenue beaucoup plus sûre. Comme vous le savez, même aujourd'hui, une anesthésie, ce n'est pas totalement sûr. Les gens se réveillent occasionnellement sur la table d'opération, ce qui est extrêmement rare quand même. Les anesthésiques généraux peuvent vous laisser somnolent pendant des jours, et les anesthésies locales impliquent des injections douloureuses qui parfois foirent aussi. Robert Liston, il va mourir finalement le 7 décembre 1847 des suites d'un anévrisme chez lui à Londres. Anévrisme qu'il n'aura pas su opérer évidemment. Et la prochaine fois que vous faites opérer, pensez à ce cher monsieur qui a peut-être fait évoluer la chirurgie, et c'est peut-être grâce à lui que vous êtes sur cette table d'opération et que vous ne risquez quasiment plus rien. Bon, ça dépend, hein, faites attention. Au revoir.